Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris avec Marc Lévy, bonjour. Bonjour. Ravi de pouvoir faire cette interview. Mais moi aussi, merci à vous. Surtout sur ce sujet, parce que c'est votre 17e roman. Et je suis particulièrement intéressée, je ne sais pas si vous le savez, mais sur les sujets de la neuroscience, des expériences de mort imminente, de la conscience. Et donc quand même ce roman a été drôlement inspiré de ces sujets. Vous avez fait une certaine recherche par rapport à ces sujets également. Donc je suis curieuse de savoir, c'est quelque chose qui vous plaît personnellement ? Oui, enfin ça m'a toujours. C'est un thème qui m'a toujours passionné. J'avais écrit il y a longtemps un roman qui s'appelle La prochaine fois, qui racontait l'histoire d'un couple et d'un homme et d'une femme qui reviennent de siècle en siècle et qui se cherchent et se retrouvent. Ce qui m'intéresse finalement, je crois, c'est la notion d'éternité du sentiment. Qu'est-ce qui nous survit ? La question, évidemment, la question de l'identité, qu'est-ce qui fait que nous sommes qui nous sommes, et la façon dont aussi certaines expériences, certains moments d'une vie vont changer complètement, je dirais, notre centre de gravité, éventuellement le détacher de notre nombril pour le projeter vers l'autre et vers les autres, et puis on est quand même dans une époque où le journal est un peu un journal des mauvaises nouvelles, et moi j'avais envie d'écrire une histoire qui nous raconte tout ce qu'il y a de magique, d'incroyable et de merveilleux dans la science actuelle. Alors c'est pas un roman scientifique, c'est une histoire d'amour, inspirée à l'origine par une vraie histoire. D'Américains, c'est ça ? Oui, d'un couple d'Américains qui s'aiment passionnément et qui vont sans vouloir dévoiler l'intrigue, mais qui vont dépasser les limites de la mort et les limites de l'interdit et faire vivre leur histoire d'amour au-delà de la mort. Donc ça a été l'étincelle de départ. Mais c'est vrai que je suis allé à la rencontre. Mes trois protagonistes sont trois étudiants en neurosciences, et donc je suis parti à la rencontre de neuroscientifiques et de cet incroyable mystère qu'est le cerveau, la conscience et ce que nous sommes. C'est un sacré mystère d'ailleurs. Les scientifiques matérialistes n'ont pas tout à fait ont du mal à je veux dire, le monde des sciences se sépare là à ce niveau-là. D'où est-ce que la conscience vient ? Oui et non, c'est-à-dire que quand on a commencé à faire des greffes de cœur, vous aviez un courant de pensée qui laissait entendre qu'avec le cœur, on grefferait aussi les sentiments, parce qu'on croyait que les sentiments se trouvaient dans le cœur. Bon, on s'est rendu compte que c'était pas le cas. La question qui passionne, qui fascine, c'est de savoir où se trouve la conscience. Est-ce qu'elle se trouve en un lieu unique ? Et des moments importants dans ce roman, le roman pose la question: si à un moment vous vous réveillez dans le corps d'un autre, qui êtes-vous ? Et est-ce que l'amour dure ? Oui, alors ça c'est la perception de l'autre, c'est-à-dire comment vous serez perçu par votre entourage. Si vous n'êtes plus dans votre enveloppe à vous, mais dans l'enveloppe d'une autre, c'est le rapport entre la lettre et l'enveloppe. Mais la vraie question, c'est la question de notre propre identité. Il y avait eu un film très drôle de Peter Blake où un homme se réveillait dans le corps d'une femme. Ça c'est mais c'était complètement tiré sur le côté de la comédie pour montrer tous les défauts des hommes dans leur comportement à l'égard des femmes. Mais là, la vraie question, c'est si vous vous réveillez vraiment dans le corps d'un autre, quelle est votre part identitaire ? Et comment vous allez... Qui êtes-vous ? Est-ce que vous êtes cet autre ? Est-ce que c'est, je dirais, entre guillemets, le corps de cet autre qui va absorber votre existence, votre vie, votre état de conscience, ou est-ce que c'est vous qui allez redevenir vous-même, quelle que soit l'enveloppe dans laquelle vous vous trouvez ? C'est passionnant et sans fin. Alors c'est cette recherche comme ça, d'après ce que j'ai compris, vous avez été voir des neuroscientifiques et vous avez posé des questions et incorporé plus ou moins ces recherches ou ces percées scientifiques dans ce roman aussi. Quels sont certains aspects comme ça qu'on pourrait dévoiler dès maintenant ? Il y a toutes les... Bon, ça n'est pas un roman scientifique. Soyons clairs, quand je me compare pas à lui, bien évidemment, mais quand Jules Verne écrit De la Terre à la Lune, il imagine qu'un homme va partir sur la Lune, il n'est pas en train de dessiner les plans de la fusée qui servira à la NASA pour l'envoyer 100 ans plus tard, enfin quelques décennies plus tard. Donc c'est pas ça n'est pas dans cet esprit-là. Mais
comme je crois c'est Vian qui disait cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée du début jusqu'à la fin. L'idée, c'est que puisque la géographie de l'histoire, le paysage de l'histoire, c'est ce campus du MIT où travaillent ces trois étudiants, même si l'histoire en elle-même, c'est cette histoire d'amour incroyable et folle. Évidemment, je voulais que leurs travaux soient vrais, soient justes. Et même si certains d'entre eux sont poussés au-delà des limites vont vers la fiction, c'est une fiction qui est fondée sur des travaux qui existent, des travaux réels, et en même temps, j'avais envie, je crois que les progrès de la science et de la médecine sont exponentiels. Et avec eux, la durée de l'allongement de la vie. Et je crois vraiment que dans les 30 ans à venir, la durée de la vie va augmenter considérablement. C'est-à-dire qu'on va passer un cap à un moment où, alors que la durée de la vie s'est progressivement allongée, on est passé, entre guillemets, de 50 à... je crois que l'espérance de vie moyenne aujourd'hui, hommes et femmes confondus, tourne autour des 80 années. Je crois qu'à un moment donné, on va passer à... 120, 130. Et quand je dis passer, ce qui est important, c'est-à-dire, évidemment, si on doit vivre centenaire longtemps dans l'état physique d'un centenaire, on se pose une question, on peut se dire, oui, mais bon, c'est quand même très contraignant. Mais là, je pense qu'avec cela arrivera un retard extrêmement important du vieillissement et des affres du vieillissement. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces comas comme ça, comme dans cette histoire où la personne et c'est une histoire vraie, hein, elle est encore, d'après ce que j'ai compris, dans cet état de coma. Il y a un état, on passe dans un état de conscience modifié pour vous. On parle forcément à un moment de l'immortalité quelque part qu'on a, peut-être même de l'âme, parce qu'au-delà du corps, il y a quelque chose. C'est quoi ce quelque chose, justement ? Ça, c'est une question... c'est la question existentielle. Oui. C'est le rapport entre l'âme et le corps. Que reste... Ça vous posez une question qui est à la fois une question... qui est une question d'ordre quasi religieux, au sens large du terme. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? Est-ce que la mort de l'enveloppe physique est aussi celle de l'âme ? Et qu'advient-il de nos âmes ? Je dirais que là, c'est le pari. Où est cette conscience ? Oui, non, mais non, ce sont deux choses très différentes. Aujourd'hui, la science la science n'a pas trouvé pendant le vivant où se localisait le siège de la conscience. Et on n'est même pas certain qu'il n'existe qu'en un lieu. Il y a beaucoup de raisons de penser que la conscience est beaucoup plus diffuse qu'on ne l'imagine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... je dirais, la pompe cardiaque, on a su la trouver. On n'est pas certain qu'il y ait dans le cerveau une petite boîte dans laquelle se trouve logée notre conscience. Et si on enlevait cette petite boîte, notre conscience... on a de bonnes raisons de penser que notre conscience se situe en plein d'endroits du cerveau, et peut-être même qu'elle circule dans le cerveau, et peut-être même que notre conscience est la conséquence de toute une série d'impulsions électriques et de process électriques qui se situent dans le cerveau. Si on enlève une partie du cerveau, est-ce qu'on affecte profondément notre état de conscience ? Bon, bref, on peut même se poser une question aujourd'hui qui n'est pas dénuée d'intelligence, qui est de se dire qu'il y a un rapport entre l'évolution de notre conscience et l'évolution de notre corps. Et ça fait partie du processus de vieillissement, d'ailleurs. La vieillesse est un processus physique et relatif, c'est-à-dire que moins le corps vieillit physiquement et moins l'esprit vieillit aussi physiquement. Donc il y a un lien. Donc on ne sait pas où se trouve exactement la conscience. Ce qui est d'ailleurs la problématique de ce roman, où les deux protagonistes scientifiques vont essayer de transférer la conscience de Hope dans un réseau artificiel, le temps de lui sauver la vie et de réinjecter cette conscience dans un autre corps. Et c'est là que se pose la question de savoir qui revient vraiment. Ça, c'est une question, je dirais, d'ordre scientifique, et on peut se poser la question de se dire, tiens, est-ce que
De la même façon qu'on a réussi à décoder l'ADN, ce qui semblait, il y a un siècle, quelque chose d'absolument impossible. Il y a aujourd'hui un programme financé par la Commission européenne qui s'appelle justement Neuralink, qui est doté d'une somme assez importante, et où des scientifiques sont en train d'essayer d'établir la carte des connexions du cerveau, complète. Le jour où cette carte sera établie, est-ce qu'on pourra mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et comprendre où se trouve la conscience? C'est une question qui peut-être sera résolue dans les décennies à venir, peut-être. Après, vous m'avez posé une autre question qui est d'ordre... qui est beaucoup plus empirique et beaucoup plus complexe, enfin bien plus complexe et qui se place à plein de niveaux. C'est de quoi est fait la conscience et est-ce qu'il reste une âme après la disparition de l'enveloppe physique? Ça, personne ne le sait, et moi pas plus que les autres. Après, chacun a sa croyance, ses espoirs, et en même temps, une part de son vécu. Certains vous diront continuer à sentir une rémanence des personnes qui ne sont plus là. Bon. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'interviewer ces personnes qui étaient dont l'histoire est, enfin, c'est Kim et Josh aux États-Unis? Kim, c'est plus possible évidemment puisqu'elle est morte, et Josh, non, il m'a envoyé. J'étais très touché parce que quand il a appris que j'avais écrit cette histoire en hommage à eux deux, il m'a envoyé un message. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Il a trouvé mon adresse email et il m'a envoyé un message, en me disant qu'il avait été très touché. Donc ça m'a moi aussi évidemment beaucoup touché. C'est assez rare que le héros d'un de vos romans vous envoie un email. Ouais, mais ces témoignages quand même d'expériences de mort imminente, et là on en parle, sont quand même, voire même certains l'appellent mort provisoire, sont quand même incroyables. Mais, là, ça questionne, on questionne quand même là, qui sommes-nous vraiment? Quelle est la nature de cette réalité? Évidemment, mais non, mais je veux dire que tout ce qui est entre guillemets anormal, pour ne pas dire paranormal, parce que le mot paranormal, c'est déjà un univers en soi. Mais tout ce qui sort de la normalité nous stupéfie et nous intrigue et nous étonne. Alors après, je crois qu'on peut être imaginatif et cartésien. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut rêver, on peut envisager des hypothèses, on peut partager des questions sans avoir la prétention de dire c'est ma vision des choses qui est la bonne réponse. Et d'ailleurs, ça vous donne aussi la faculté, au cours d'une vie, de changer plusieurs fois de point de vue, de modifier. Là, la question que vous me posez, on est dans le domaine de l'espoir. Pur et dur. Bon. Alors, il y a des témoignages de gens qui ont connu des états de mort imminente, mais quels que soient ces témoignages, on s'interroge toujours sur la part vécue, sincèrement, racontée, par exemple, ce fameux tunnel dont certains vous parlent, cet état de suspension dont des personnes revenues du coma vous parlent, et cette multitude de témoignages. Et bien sûr, on peut s'interroger en se disant, est-ce que c'est un vécu réel ? Ou est-ce que c'est un vécu fabriqué par le cerveau, par la conscience, pendant l'état, entre guillemets, semi-végétatif, ou l'état, on va dire, traumatique, pour les gens qui ont vécu ça pendant des périodes de traumatisme importants? Personne ne peut le savoir, il n'y a pas de preuve. Les témoignages sont troublants par rapport à un cœur qui s'arrête ou un cerveau qui n'est plus du tout en fonctionnement, et il y a quand même ces images, il y a cette expérience. Et une personne qui change de point de vue peut-être après ça. Mais encore une fois, et je prends pas parti, vous voyez, je trouve que le rôle du romancier, enfin moi dans ma conception de l'imaginaire, ce que je trouve passionnant, joyeux et voire jouissif, c'est de susciter des questions et de les partager avec beaucoup d'humilité et de pas dire non, ça doit être comme ça. Bon. Bien sûr qu'on se pose la question, quand quelqu'un vous raconte un témoignage de cette nature, on se pose la question, mais on peut la lui poser et la personne ne pourrait pas vous répondre. Est-ce que vous l'avez vraiment vécu ou est-ce que votre cerveau vous l'a fait vivre? En gros, est-ce que les rêves que nous faisons la nuit et dont on se souvient le matin appartiennent au domaine du réel ou au domaine de l'imaginaire? La réponse vous paraît évidente. Elle va dire, non, c'est dans le domaine de l'imaginaire, parce que je ne suis pas là. Si j'ai rêvé pendant la nuit que j'étais à Tokyo, j'étais pas à Tokyo. Un romancier,
pourrait très bien vous dire, mais en fait si, parce qu'il y a des mondes parallèles et on a deux vies. D'ailleurs, il y a un scénariste américain qui s'appelle Ron Bass, qui avait écrit un film avec, si ma mémoire est bonne, mince, j'ai son nom sur le bout de la langue. La première femme de Bruce Willis, bref, peu importe. Demi Moore. Oui. Qui avait écrit un film avec Demi Moore, et dont l'idée était assez géniale, parce que c'était une femme qui s'apercevait que la vie qu'elle vivait dans ses rêves, où elle était mariée avec un autre homme, elle était américaine, et dans ses rêves, elle vivait une vie avec une autre famille dans une maison en Provence. Et elle n'arrivait plus à savoir laquelle des deux vies était la vraie. Alors voilà, ça, ce sont des idées très romanesques et qui sont passionnantes. Mais donc... Voilà, c'est ces états dont on parle, de mort imminente. Alors vous avez des gens, moi je me souviens quand j'avais écrit mon premier roman, et si c'était vrai, qui raconte l'histoire d'une femme donc, qui est dans le coma et pour le coup, qui a une vraie vie. Sa conscience se détache de son corps et un seul homme la voit. Alors moi je l'avais écrit pas du tout avec l'idée de faire une histoire sur le coma, je l'avais écrit avec cette idée d'une douce et joyeuse métaphore que reprenant... la phrase de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour le cœur, on ne voit qu'avec les yeux. C'est-à-dire que cette femme qui était dans une vie trépidante devenait invisible et elle ne redevient visible qu'à partir du moment où un homme la regarde. Un homme, parce que cet homme est tombé amoureux d'elle en la voyant. Donc ça, pour moi, c'était totalement au second degré. Mais évidemment, ce roman avait suscité beaucoup de courriers de lecteurs et parmi ce courrier de lecteurs, il y avait beaucoup de gens m'ont écrit pour me raconter ce qu'ils avaient vécu pendant le coma. Alors, de tous ces courriers, encore une fois, et sans aucune certitude, il m'a semblé, en tout cas, que affirmer que quelqu'un dans le coma, en tout cas à un certain stade de coma, il est impossible qu'il entende ce qui se passe autour de lui, me semble un peu, vous voyez... Oui. Voilà. Ce qui est magnifique. Après avoir lu ces témoignages, j'aurais l'humilité, si j'étais proche d'une personne qui est dans le coma, de la voir comme une vraie personne, voilà, dans toute l'intégrité de la personne. Est-ce qu'on peut revenir, vous voyez, est-ce qu'on peut revenir d'entre les morts? Ça, c'est un autre. Oui. Non, mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'au bout de 17 romans, il y a quand même eu une progression et vous aviez eu une progression, une évolution, même une ouverture, une humilité également qu'on ressent, qui est rajeunie, j'ai envie de dire, ou qui est remise à l'épreuve à chaque fois, parce que il y a ces personnages qui vous entraînent, là, qui vous décrivez Hope, qui vous entraîne comme ça dans des directions qui sont avant d'écrire inconnues. Donc c'est quand même une belle danse là, et qui est bien, qui nous montre bien aussi comment on peut naviguer et évoluer à travers notre vie en étant ouvert sur des nouveaux sujets. Et c'est pas une question peut-être d'affirmer les choses, mais de se laisser surprendre comme ça, d'être dans cette ouverture. Et je pense que vous l'êtes de plus en plus, et c'est agréable de passer ce moment, et simplement sans tracer de conclusion, mais d'en parler ouvertement comme ça, je pense que ça fait bouger les choses aussi, quand des personnes comme vous en parlent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend, je dirais comme position, la position de la question, et pas celle de la réponse, il y a une chose, oui, on peut effectivement, on peut rester humble et poser plein de questions humblement. Vous voyez, on est, moi j'ai connu cette époque où à l'école, on avait peur de poser une question, de peur d'être bête. On n'est jamais bête quand on pose une question. On peut être bête en affirmant quelque chose qui est faux, avec arrogance et avec certitude, mais poser des questions, c'est de toute façon un enrichissement. Et puis il y a certaines certitudes qui, à force d'être remises en cause par des questions, se sont avérées fausses. Vous voyez, bon. Et pourtant, le fameux « et pourtant elle tourne ». Donc, il faut jamais oublier ça. Vous voyez, à un instant T, le monde, l'intelligence du monde est convaincue d'une chose, et puis à un instant T plus un, cette chose-là est remise en cause. J'allais vous raconter cette anecdote parce que c'est un souvenir dans les choses où j'ai pris beaucoup de plaisir dans la vie. Quand j'ai écrit justement la suite de Si c'était vrai, j'étais allé rencontrer un neurochirurgien. Et parce que dans le roman, il y avait une opération à cerveau ouvert et je voulais pas dire de bêtises. Donc, et vous savez, je tiens à souligner ça. Les gens qui sont détenteurs d'un vrai savoir sont extrêmement généreux.
C'est fascinant. Moi, c'est une des plus belles choses que j'ai vécues dans mon métier. Et à chaque fois, c'est une surprise de voir à quel point les gens qui ont un vrai savoir sont généreux dans leur façon de le partager. Et humbles, bien souvent. Et humbles. Et, parce que c'est toujours gênant quand vous êtes romancier. Bon, vous arrivez... moi, j'avais écrit un roman... j'ai eu 4 en maths au bac et j'ai un jour je décide d'écrire un roman dont le héros est un astrophysicien. Donc vous imaginez le challenge. Et quand je suis allé rencontrer des astrophysiciens, je me sentais totalement bête et j'étais même gêné de les déranger. Et à chaque fois, les gens que j'ai rencontrés, quand je suis allé voir un de mes héros était expert en tableau et tout le roman tournait autour des repeints sur les tableaux et j'ai été allé rencontrer les chercheurs et restaurateurs du Centre de recherche et de restauration des musées de France et ils m'avaient accueilli avec une générosité, enfin à chaque fois, voilà. Donc j'en profite d'un coup pour dire merci à tous ces gens à qui je dois de pouvoir écrire dans voilà, des histoires différentes et dans des registres différents. Mais donc un jour je vais rencontrer le neurochirurgien et je prends le risque de la question de l'abruti, vous voyez, du Candide, et je lui dis écoutez, il y a quand même un truc qui me turlupine un peu. La science ne reconnaît pas officiellement la possibilité de la transmission de pensée. Oui. Bon. Et je vais dire, c'est quand même un truc qui m'interpelle d'un point de vue purement statistique. Combien de fois dans la vie d'un être humain et dans la vie de tous les êtres humains, on pense à une personne et 10 minutes après, cette personne vous téléphone. Bon. Alors, au bout de, vous voyez, de 1000 fois multiplié par 1000 fois, on n'est plus vraiment dans le domaine de la coïncidence quand même. Une fois, je veux bien, mais et je lui dis, j'arrive pas à comprendre pourquoi on accepte l'idée qu'un petit téléphone portable, qui est quand même dans lequel il y a beaucoup moins entre guillemets de connexion que dans notre cerveau, soit capable, en composant un numéro à 8 chiffres, d'appeler quelqu'un à l'autre bout du monde, mais que nos cerveaux, qui ne sont qu'ondes électriques, on ne leur accorde pas cette faculté de... Bon. Et l'un et l'autre sont invisibles, c'est dans les ondes. Mais je veux dire qu'il suffit de poser un casque électroencéphalique, bref, vous m'avez compris, j'arrive pas à le dire, encéphalique, sur la tête pour savoir que notre cerveau fonctionne à l'électricité, enfin envoie des ondes, d'ailleurs plus complexes que de simples ondes électriques. Et le chirurgien m'avait répondu, avec beaucoup d'humilité, il m'a dit « Ah mais on n'a jamais dit que c'était impossible ». Il m'a dit « On a trouvé les émetteurs dans le cerveau ». Mais on n'a jamais trouvé les récepteurs. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'existent pas. Et peut-être qu'un jour, on les trouvera. Bon. Donc voilà. C'est venu couramment dans mes interviews justement sur les neurosciences, comme quoi notre cerveau servirait, lui, de récepteur à cette conscience qui serait située à l'extérieur. Il y a énormément de choses dans la vie, entre guillemets, qui sans entrer dans l'ésotérique ou dans le fantastique ou dans le paranormal, la perception immédiate qu'on a d'une personne, elle n'est pas du tout liée à l'enveloppe physique. Vous voyez des gens qui peuvent être très beaux et qui vous semblent tout de suite antipathiques, et des gens qui sont pas beaux et qui vous semblent tout de suite sympathiques. Donc ça n'est pas lié à notre éducation, entre guillemets, par rapport au canon de la beauté. Ça n'est pas lié non plus, on aurait pu imaginer que c'était lié au degré de savoir. Or, il y a des gens très savants et qui sont très antipathiques, et des gens moins savants et qui sont très sympathiques. Bon. Il y a des gens qui pensent savoir, qui ne savent en fait... Vraiment, au niveau de cette perception. Pourquoi, par exemple, moi qui écris des romans où l'amour est très consacré, qu'est-ce qui fait que vous arrivez dans une salle où il y a 400 personnes et tout à coup il y a 2 regards qui se croisent, et uniquement ces 2-là, et boum, c'est ce fameux coup de foudre dont on parle. Et quand c'est pas un coup de foudre, c'est une attirance. Qu'est-ce qui fait que on est attiré physiquement par telle personne et pas par telle autre? Et je parle de cela avant qu'il y ait eu échange de propos, conversation et discussion. Ça veut bien dire qu'il émane. Bon, d'ailleurs, on utilise cette phrase, on dit bien il émane de cette personne. Bon, il émane comment? Alors, je me rappelle, il y a une époque, c'était la mode, je crois qu'on parlait des phéromones, si ma mémoire est bonne, c'était soi-disant des odeurs imperceptibles. Moi, je crois. Alors, ça, par exemple, sans avoir de réponse, je m'interroge énormément sur la quantité, finalement, de signaux et d'informations que notre cerveau émet, et que telle ou telle personne va percevoir et ressentir, telle ou telle personne ne les recevra pas et ne les ressentira pas, et de ce mode de communication invisible, entre guillemets, qui existe entre les êtres humains.
Je ne suis pas scientifique, mais en tant que romancier, voilà, ça m'interpelle. Et là, donc le titre, L'horizon à l'envers. Oui. C'est dur de choisir un titre de roman? Parfois, c'est très difficile et parfois le titre arrive en même temps que l'histoire, voire même précède l'histoire. Là, c'est le cas. Le titre est arrivé parce que ce roman, c'est avant tout l'histoire d'un amour qui n'a pas de limite. Et c'est un roman. L'histoire qui m'est venue tout de suite, c'était celle d'un homme qui est prêt à dépasser l'impossible pour sauver la femme qu'il aime. Et à partir de ce moment-là, c'est un compte à rebours. Alors, j'avais envie d'écrire, entre guillemets, un thriller amoureux, ou un thriller... J'aime pas l'idée de thriller romantique, parce qu'on y voit tout de suite la dimension érotique, et je voudrais pas induire le lecteur en erreur. Elle n'y est pas. Mais, enfin, il y a 2-3 scènes, mais ça n'est pas l'objet du roman. Mais c'est un thriller passionnel. C'est-à-dire, voilà, cet homme... Ces deux hommes, en fait, sont dans une urgence qui est celle de sauver la femme qu'ils aiment. Et à partir de ce moment-là, c'est un compte à rebours. Et ils vont prendre conscience, dans ce périple, dans ce thriller, qui va les amener à tout faire pour sauver cette femme et à transgresser l'interdit et l'impossible. Ils vont découvrir leur horizon à l'envers, ou plutôt l'envers de leur horizon. Et moi, c'est une question que je me suis souvent posée, c'est-à-dire... qu'est-ce qui compte le plus? Vous parliez tout à l'heure de gens qui ont été... dont la vie a changé après une expérience de mort imminente. En fait, c'est des gens qui ont découvert leur horizon à l'envers. Et ils ont décidé d'aller au-delà de l'horizon que la vie leur avait tracé jusque-là. Et je crois que sans avoir besoin de mourir, on peut, à un moment de sa vie, se dire « mais mon horizon n'est pas celui qu'on m'a fixé. Mon horizon, il est au-delà de cette limite. Et derrière cette ligne d'horizon, si je la transgresse, cette ligne d'horizon, il y a ma vraie vie qui m'attend. » Et c'est ça ce que raconte l'histoire de ce roman. C'est une question de transgression? Oui, mais même au sens doux du terme. C'est-à-dire que, comprenez par là que le premier marin qui a eu le culot de prendre la mer pour essayer d'aller toucher la ligne d'horizon, alors qu'il n'avait pas encore la science de savoir qu'elle reculerait avec lui, a pris la mer et il est parti vers un voyage sans savoir où il allait. C'est ça la transgression. C'est à un moment donné de sa vie de dépasser la limite que la société, que votre propre vécu vous impose et vous a imposé jusque-là. Donc oui, c'est une transgression, même si elle est douce. Qui vient du cœur, qui demande beaucoup de courage, d'où c'est fabuleux de mettre cette relation amicale et amoureuse plutôt que de mettre un couple, ces trois amis, et puis... Parce que ce qui m'intéressait, c'était de montrer cette transgression sous plein d'angles, c'est-à-dire que les interactions sont multiples. Il y a le personnage de Luc, il aime profondément Hope, mais il a compris dès le départ que Hope aimerait Luc et qu'il n'était pas l'élu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va se mettre à l'écart et ne plus jamais la voir? Il va décider de l'aimer autrement. Il va devenir son meilleur ami. Et on va voir au cours de l'histoire que toute sa vie finalement va être centrée autour d'elle. C'est un choix de vie. On n'est pas là pour juger, on est là pour... Ce qui est magique dans le métier de romancier, c'est qu'on invente des personnages, et ces personnages rentrent dans votre vie. Et ils deviennent des personnes, enfin des gens qu'on aime vraiment. Moi, je veux dire, en toute intégrité, j'ai aimé Hope pendant toute l'écriture de ce roman. J'étais fou d'elle. Bon, alors ça peut paraître idiot, c'est le fameux Walter Mitty du film américain, mais j'étais fou d'elle. Et Josh était mon meilleur ami. Je me souviens d'un roman vous parliez de titre. Il y a un roman dont j'ai changé le titre au dernier moment parce que je n'arrivais pas à me débarrasser du personnage qui était pourtant le personnage secondaire. Et je vous jure, quand j'ai fermé le roman, j'avais l'impression de porter le deuil de mon meilleur ami tellement il me manquait. Donc c'est peut-être la schizophrénie de l'écrivain, mais en tout cas c'est ça. Mais une dernière petite question. Alors, à partir de là, on va où après un 17e roman comme ça qui est vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde? Je sais que là, vous avez cherché à casser un peu tous ces codes, à les briser, mais on part où après ça? Et je vais vous dire, je crois que le métier d'écrivain, enfin l'écriture, c'est qu'il y a quelque chose d'absolument magique dans l'écriture. C'est que finalement, ce que l'on va traîner avec soi toute sa vie, ou que l'on va porter avec soi toute sa vie, c'est la part d'enfance qui vous quitte jamais. Et j'ai volontairement utilisé le mot « on la traîne ou on la porte ». Et voire même par certains moments, elle peut vous porter.
Et ça n'est pas lié nécessairement à la difficulté ou à la facilité de l'enfance. Je crois que c'est intimement lié, puisqu'on parlait du cerveau et de l'âme, à ce que notre âme d'enfant a rêvé, à ce qu'elle a imaginé du monde, à ce qu'elle a imaginé de la vie. Et ce qu'on a pu accomplir, ce qui nous a émerveillés et ce qui nous a blessés et déçus. Et cette part d'enfance, elle est... je crois qu'elle reste en nous toute notre vie. On peut faire semblant de l'ignorer. On peut lui faire la gueule et lui tourner le dos. Ou on peut la prendre par la main comme on prend un enfant par la main, parce qu'en fait, étrangement, c'est une part de notre... C'est nous-mêmes, c'est nous enfants qu'on prend par la main et avec lequel on va marcher toute notre vie. Et le métier de romancier, c'est un métier merveilleux parce que de ce geste-là, en fait, on en fait un métier parce qu'on continue à imaginer. Alors, il y a une condition à ça. C'est qu'il faut garder l'humilité de l'enfance. Parce que si vous trahissez ce serment d'humilité, avec l'enfant que vous étiez, c'est fini. C'est-à-dire que si vous vous prenez... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une énorme différence entre faire ce métier très sérieusement et commettre l'abomination de se prendre au sérieux une minute. Parce qu'en même temps, même si on a écrit un roman, entre guillemets, épatant, on n'a pas inventé le vaccin contre le sida ni le vaccin contre le cancer. Et on ne fait pas le travail d'un... Mais quand on vous parle, quand vous entendez un écrivain vous dire c'est très très dur d'écrire, va passer une journée avec un aide-soignant dans un hôpital et redis-moi que c'est très très dur d'écrire. Quelle que soit la difficulté de ce qu'on va sortir de ses tripes. Il y a des moments difficiles et pénibles dans l'écriture, mais c'est un métier absolument magique. Voilà. Alors, pour répondre à votre question précisément, en gardant cette humilité, cet émerveillement et ces yeux d'enfant, on va où on veut. Vous voyez, on va où la vie vous porte. On se laisse traverser quand même. Il y a ce processus créatif qui est quand même au-delà du rationnel. Mais il n'y a rien de rationnel. C'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire, si on peut tomber amoureux d'un personnage de roman, il n'y a rien de rationnel. Merveilleux. Merci Marc pour ce beau roman, L'horizon à l'envers. Merci mes délicieux co-créateurs d'avoir regardé cette vidéo et de la partager. Gros bisous.